Dans une nuit où le destin semble retenir son souffle, un geste de sacrifice bouleverse l'ordre établi. Une femme, poussée par la nécessité, renonce à sa plus précieuse parure, ignorante du secret colossal dissimulé derrière l'homme qu'elle tente de sauver. Entre ombre du passé et vérités prêtes à éclater, une rencontre improbable allume la première étincelle d'un conflit où le devoir s'affronte au désir. Préparez-vous à découvrir une histoire où chaque choix peut tout changer. Et avant que cette saga ne commence, abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre présence fait toute la différence. Dans les rues brumeuses de Paris, sous un ciel de plomb qui pesait sur la Seine comme un linceul, Élise Moreau serrait contre elle le petit paquet de pain rassis qu'elle avait mendié toute la journée. Ses longs cheveux châtains, cascadant jusqu'à sa taille comme une rivière d'or sombre, fouettaient l'air froid tandis qu'elle courait, le cœur battant. Devant elle, dans l'ombre d'une ruelle étroite du quartier de Montmartre, gisait un homme inconnu, affamé, les yeux creux et fiévreux. Sans un mot, elle s'agenouilla, déchira un morceau de son propre manteau pour panser sa main blessée et lui offrit le pain. « Mangez » murmura-t-elle d'une voix tremblante, ignorant que ce geste, né de la plus pure miséricorde, allait la plonger dans un tourbillon de secrets et de passions qui changerait sa vie à jamais. Mais ce soir-là, en 1892, au cœur de la Belle Époque, Élise n'était qu'une modeste couturière de 22 ans, orpheline depuis l'enfance, luttant pour survivre dans une ville de splendeur et de misère. Élise vivait dans une mansarde exiguë, au 6e étage d'un immeuble délabré de la rue des Martyrs. Les murs suintaient d'humidité et le vent s'infiltrait par les fissures, portant avec lui les échos lointains des bals et des théâtres qui illuminaient la nuit parisienne. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, enfilant sa robe de laine grise usée aux ourlets, surmontée d'un tablier amidonné qui masquait à peine les accrocs du tissu. Ses cheveux, sa fierté secrète héritée de sa mère normande, étaient noués en un chignon sévère pour ne pas gêner son travail. Elle descendait les escaliers grinçants, son panier à la main, direction les ateliers de couture du faubourg Saint-Antoine, où les dames de la haute société venaient commander leurs toilettes extravagantes, corsets serrés, jupes à volants de soie, chapeaux ornés de plumes d'autruche. Ce jour-là, comme tant d'autres, Élise avait passé l'après-midi à assembler des perles sur une robe de bal destinée à une comtesse. Ses doigts agiles, calleux des heures interminables, dansaient sur le satin chatoyant. « Encore plus serré, ma fille », avait grogné la modiste en chef, une femme acariâtre nommée Madame Duval, dont les yeux perçants scrutaient chaque point comme un aigle. Élise acquiesçait en silence, retenant les larmes qui piquaient ses paupières. Le salaire, une misère de 3 francs par jour, ne suffisait pas à payer le loyer et les dettes accumulées depuis la mort de son père. Un ouvrier ferronnier, écrasé sous une poutre lors de la reconstruction des Halles. Sa mère avait suivi peu après, emportée par la tuberculose, laissant Élise seule face à un monde impitoyable. En rentrant, le panier vide, car la moitié de son pain avait servi à apaiser la faim d'un enfant des rues. Élise avait entendu les rires étouffés des bourgeois passant en calèche. Paris bruissait de vie. Les cafés chantants du Moulin Rouge attiraient les artistes et les mondains, tandis que l'exposition universelle de l'année précédente avait encore exalté l'opulence de l'époque. Mais pour Élise, la Belle Époque n'était qu'un voile doré jeté sur la pauvreté qui rongeait les bas-fonds. Elle gravissait les marches, le souffle court, quand un bruit étrange l'avait alertée. Un gémissement venant de la ruelle adjacente. C'est là qu'elle l'avait trouvé. L'homme était adossé contre un mur noirci de suie, son manteau rapiécé taché de boue, le visage émacié sous une barbe naissante. Ses yeux, d'un bleu profond comme la Loire en crue, s'étaient posés sur elle avec une intensité qui l'avait fait frissonner. Il n'avait pas l'air d'un vagabond ordinaire. Ses mains, bien que sales, portaient les traces d'une éducation soignée, et son accent, quand il avait murmuré un « merci » rauque, trahissait une origine plus noble. « Je ne peux plus », avait-il soufflé, avant de s'évanouir presque. Élise n'avait pas hésité.
Elle avait couru jusqu'à la boulangerie du coin, quémandant le reste d'une miche auprès du boulanger compatissant, Monsieur Lefebvre, qui connaissait sa détresse. De retour, elle l'avait nourri, goutte à goutte, comme on fait pour un oiseau blessé. Il s'appelait Henri, avait-il dit d'une voix faible sans plus. Pas de nom de famille, pas d'histoire. Mais dans ce regard échangé, sous la lueur vacillante d'une lanterne à gaz, Élise avait senti une étincelle, un lien invisible qui la terrifiait et l'attirait à la fois. La nuit tombait, enveloppant Montmartre d'un manteau d'ombre. Élise l'aida à se redresser, le soutenant jusqu'à l'entrée de sa mansarde. « Reposez-vous ici, juste pour ce soir », insista-t-elle, ignorant les commérages qui ne manqueraient pas si on la voyait avec un inconnu. Comme elle refermait la porte, un frisson la traversa. Dans sa poche, elle trouva une petite broche en argent tombée de son manteau. Était-ce à lui? Gravée d'un monogramme élégant, un H entrelacé d'un B, elle scintillait comme un secret enfoui. Élise la serra dans sa paume, le cœur serré. Qui était cet homme? Et pourquoi le destin l'avait-il jeté sur son chemin? Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit, rappelant que dans cette ville de lumière, les ombres cachaient bien des mystères. Élise s'assit près de la fenêtre, veillant sur le dormeur, sans se douter que ce geste de charité allait la mener aux portes d'un monde qu'elle n'imaginait même pas, celui des fortunes colossales et des cœurs brisés. Mais pour l'instant, seule la faim apaisée comptait, et ce lien naissant qui, déjà, tissait sa toile autour d'elle. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons filtraient à travers les carreaux sales, Henri s'éveilla en sursaut. Élise, qui avait veillé tard, préparait un thé fade avec les dernières feuilles séchées. « Vous avez de la fièvre ?» dit-elle doucement, posant une main sur son front. Il la regarda, surpris par sa gentillesse. « Pourquoi m'avez-vous aidé ? Les gens comme moi. On nous évite. » Élise haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. « Parce que personne ne mérite de mourir de faim dans Paris. » Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et pour la première fois depuis des mois, Élise se sentit moins seule. Pourtant, la réalité la rattrapa vite. Madame Duval l'attendait à l'atelier, furieuse de son retard. « Où étais-tu, fille ingrate? Les comtesses ne patientent pas. » Élise balbutia une excuse, mais le regard suspicieux de la modiste la glaça. Rentrée le soir, elle trouva Henri parti, laissant sur la table un billet froissé. « Merci pour votre cœur d'or. H. » et la broche. Élise la rangea précieusement. Un poids au cœur. Était-ce la fin ou le début d'une tempête? Les jours suivants, la routine reprit, mais Élise ne pouvait chasser l'image de cet homme. Elle cousait avec plus de ferveur, rêvant d'un avenir meilleur. Un soir, en rentrant, elle surprit des murmures dans la cour. Un cocher élégant cherchait Mademoiselle Moreau. Son pouls s'accéléra. Qui pouvait bien la chercher? Et si c'était lié à lui? Environ 875 mots. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile grise sur la vie d'Élise, rythmée par le cliquetis incessant des aiguilles et les ordres secs de Madame Duval. L'atelier du faubourg Saint-Antoine bourdonnait d'activité, imprégné d'odeurs de amidon chaud et de parfums capiteux des clientes. Élise, penchée sur une jupe de taffetas bleu nuit, enfilait des perles une à une, ses doigts volant avec une précision née de la nécessité. 22 ans, orpheline, elle portait encore le deuil invisible de ses parents. Le père, broyé par une machine infernale aux halles, la mère, fanée par la maladie dans une chambre exiguë. Seule, elle affrontait Paris, cette ville de contraste, où les fiacres laqués des riches frôlaient les mendiants recroquevillés contre les fontaines. Chaque matin, Élise quittait sa mansarde au lever du soleil, descendant les escaliers sombres de l'immeuble de la rue des Martyrs. Sa robe de serge brune, reprisée aux genoux, flottait autour de ses chevilles, et son chignon serré emprisonnait ses cheveux longs, une qu'elle refusait de couper malgré les moqueries des autres couturières. « Tes tresses de paysanne ne paieront pas ton pain », ricanait souvent Louise, sa voisine d'établi, une brune vive, aux yeux malicieux qui rêvaient d'un mari bourgeois. Élise souriait faiblement, se concentrant sur son ouvrage. Louise était son unique confidente.
partageant avec elle des ragots sur les mondaines et des rêves d'évasion. Un jour, je danserai au Moulin Rouge, soupirait Louise en ajustant un corset. Élise hochait la tête, mais son esprit vagabondait vers cet inconnu, Henri, dont le regard bleu l'avait hanté comme un fantôme bienveillant. L'atelier était un microcosme de la belle époque. Des robes inspirées des modes de Worth, avec leurs bustiers cintrés et leurs traînes opulentes, naissaient sous les lampes à gaz qui crachotaient une lumière jaunâtre. Madame Duval, une veuve aux cheveux poivre et sel, tirée en chignon impitoyable, régnait en tyran. Âgée d'une quarantaine d'années, elle boitait légèrement d'une ancienne chute, ce qui la rendait plus acerbe. « Plus vite, Moreau. La duchesse de Montmorency n'attend pas tes rêveries, » aboyait-elle, son éventail claquant comme un fouet. Élise baissait les yeux, sentant la brûlure de l'humiliation. Son salaire, 3 francs par jour, fondait comme neige au soleil. 1 franc pour le loyer, 1 pour le pain et le fromage, le reste englouti par les dettes chez l'épicier du coin, M. Bertrand. Un homme bedonnant qui tolérait ses retards par pitié. Ce midi-là, sous un ciel plombé qui menaçait de pluie, Élise sortit dans la cour pavée pour avaler son repas frugal, un crouton trempé dans du bouillon clair. Les autres ouvrières bavardaient, évoquant les dernières nouvelles, l'affaire Dreyfus qui agitait les salons, les bals masqués où les fortunes se nouaient en un clin d'œil. « Et toi, Élise, as-tu un galant ?» taquina Marie, une blonde potelée qui cousait les volants. Élise rougit, secouant la tête. « Rien que mon travail. » Mais intérieurement, l'image d'Henri ressurgissait, sa voix rauque, la broche argentée qu'elle gardait cachée dans sa commode, gravée d'un H et B entrelacés. Était-ce un bijou de famille, un talisman volé? Elle n'osait y penser, de peur d'alimenter des espoirs fous. L'après-midi s'alourdit d'une commande urgente, une toilette de soirée pour une baronne, ornée de dentelles de chantilly et de perles fines. Élise, choisie pour sa dextérité, s'acharna jusqu'au crépuscule, ignorant la crampe qui nouait ses épaules. À la fermeture, Madame Duval la retint. « Demain, tu commences plus tôt, et pas d'absence, hein? J'ai entendu des rumeurs sur toi et un vagabond. » Élise pâlit. Comment savait-elle? Les murs de Montmartre avaient des oreilles et les commérages voyageaient plus vite que les pigeons voyageurs. Ce n'était rien, madame, juste un geste de charité. Duval plissa les lèvres. La charité ne paie pas les factures, ma fille. Méfie-toi des ombres. Rentrée chez elle, Élise gravit les marches, le panier alourdi par une demi-miche achetée à crédit. La cour bruissait de vie, des enfants jouaient à la marelle, une lavandière chantonnait un air de café-concert. Dans sa chambre, sous le toit fuyant, elle alluma la chandelle unique, projetant des ombres dansantes sur les murs nus. Elle sortit la broche, la tournant entre ses doigts. L'argent froid scintillait, évoquant un monde lointain de salons lambrissés et de cristaux tintants. Soudain, un bruit la fit sursauter, un grattement à la porte. Son cœur s'emballa. Était-ce un rat, ou pire? Elle entrebâilla le battant, retenant son souffle. Personne. Mais sur le seuil, un billet plié, scellé d'une cire rouge. Les mains tremblantes, elle le ramassa. Rendez-vous ce soir, à l'ombre du Sacré-Cœur. Venez seul. H. Élise recula, le papier froissé dans sa paume. Était-ce lui, ou un piège? La nuit parisienne, avec ses lanternes vacillantes et ses secrets, s'ouvrait comme une énigme. Elle hésita, le pouls fou, ignorant que ce message allait fissurer la fragile routine de sa vie, la tirant vers des abysses de passion et de trahison. Dehors, le vent se leva, portant les échos lointains d'un accordéon. Élise rangea le billet, mais le doute s'insinua, tel un poison lent. Qui était vraiment cet Henri, et pourquoi la cherchait-il dans l'obscurité de Montmartre? Élise fixait le billet plié dans sa main, le cœur cognant comme un tambour lointain. La cire rouge, encore tiède, portait l'empreinte d'un sceau élégant, un H stylisé qui faisait écho à la broche. Dehors, la nuit enveloppait Montmartre d'un voile d'encre, ponctué par les lueurs tremblotantes des réverbères à gaz. Elle referma la porte d'un geste sec, le verrou cliquetant dans le silence oppressant de sa mansarde. « Qui es-tu vraiment »
murmura-t-elle pour elle-même, la voix étouffée par l'angoisse. L'idée de descendre seule vers le Sacré-Cœur, cette basilique blanche qui veillait sur la colline comme un géant de pierre, la terrifiait. Et si c'était un piège? Les rues de Paris regorgeaient de voleurs et de faux galants qui attiraient les jeunes femmes innocentes dans des embuscades sombres. Pourtant, une force irrésistible la poussait. Henri. Son nom résonnait en elle comme une mélodie inachevée. Elle se rappelait son regard, ce bleu profond qui avait percé ses défenses, et la façon dont il avait serré sa main, faible mais reconnaissante. Élise n'avait jamais connu d'homme ainsi. Les rares prétendants à l'atelier n'étaient que des apprentis grossiers, aux mains calleuses et aux promesses vides. Lui semblait différent, un mystère enveloppé de misère. Elle enfila son manteau rapiécé, noua un châle usé autour de ses épaules et glissa la broche dans sa poche pour se porter chance. Ses cheveux, libérés du chignon pour la nuit, cascadaient dans son dos comme une cape protectrice. Juste pour savoir, se convainquit-elle, soufflant la chandelle. L'escalier grinça sous ses pas, chaque marche un avertissement ignoré. La descente vers le Sacré-Cœur fut un labyrinthe d'ombre. Les pavés glissants luisaient sous une pluie fine qui s'était mise à tomber, transformant les ruelles en rivières boueuses. Élise serrait son châle contre elle, évitant les flaques qui reflétaient les fenêtres éclairées des cabarets. Des rires ivres s'échappaient d'une brasserie où des artistes en gibus discutaient peinture et absinthe. Elle hâta le pas, le souffle court, jusqu'à l'escalier monumental menant à la basilique. Là, sous l'ombre massive du dôme, une silhouette se détachait contre le parapet. Henri. Il se tourna vers elle, son manteau mieux ajusté que la veille, comme s'il avait retrouvé une part de sa dignité. « Vous êtes venu », dit-il d'une voix basse, un sourire fugace illuminant son visage pâle. Élise s'approcha, méfiante, les mains tremblantes. « Pourquoi ce mystère? Et cette broche? D'où vient-elle » Henri baissa les yeux, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. La pluie redoubla, les isolant dans un cocon d'humidité. « Asseyez-vous » murmura-t-il, désignant un banc de pierre. Elle obéit, le cœur en tumulte. Il s'assit à distance respectable, respectant l'étiquette invisible des rues parisiennes. « Je ne suis pas qui vous croyez. Mon nom complet est Henri Beaumont, fils d'un industriel ruiné par la crise de 1882. Mon père. Il a tout perdu au chemin de fer, emporté par la dette. J'ai fui, déguisé en mendiant pour échapper aux créanciers. Cette broche est le dernier vestige de notre fortune, un héritage de ma mère, gravé HB pour Henri Beaumont. » Élise cligna des yeux, stupéfaite. Un fils d'industriel? Pas un vagabond. Les pièces du puzzle s'assemblaient, ses mains soignées, son accent raffiné. Mais pourquoi lui confier cela maintenant? Et moi? Pourquoi m'avez-vous choisi? Demanda-t-elle, la voix chevrotante. Henri se pencha légèrement, son regard intense. Votre geste. Il m'a sauvé. Dans cette ville de masques, vous avez vu l'homme derrière la crasse. J'ai besoin d'aide, Élise. Pas d'argent, je n'en ai plus, mais d'une alliée. Mon oncle, le vicomte Beaumont, me traque. Il veut me déclarer mort pour s'emparer de l'héritage familial, une fortune en actions minières cachée en banque. Il a engagé des détectives, des ombres qui rôdent. Si je réapparais sans preuve, il me ruinera publiquement, m'accusant de débauche ou pire. Le vent hurla autour d'eux, portant l'écho des cloches de la basilique. Élise recula, le choc la figeant. Un vicomte, des fortunes minières. Son monde, fait de fils et d'aiguilles, se fissurait comme du verre. Je suis une simple couturière. Comment pourrais-je vous aider? Mon témoignage ne vaut rien aux yeux des nobles. Henri secoua la tête, urgent. Juste votre parole. Venez avec moi demain à la bourse, déguisée en servante. Témoignez que vous m'avez vu affamé, mais vivant. Cela brisera son plan, en échange. Je jure de vous sortir de la misère. Une fois l'héritage récupéré, vous ne couserez plus pour les autres. Hésitation. Élise se leva, le banc froid transperçant sa robe. L'idée la terrifiait. S'allier à un homme traqué, défier un vicomte aux ramifications puissantes. Madame Duval la renverrait sur le champ si elle manquait une journée. Et les commérages,
Une jeune femme, vue avec un vagabond, même un faux, ruinerait sa réputation, la condamnant à l'isolement social. « C'est de la folie !» souffla-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne connais rien à vos intrigues. » Henri se redressa, suppliant. « Refusez, et je disparais pour toujours. Mais acceptez. Et nous serons liés, Élise, par la dette, et peut-être plus. » La pluie cessa abruptement, laissant place à un silence lourd. Élise serra la broche dans sa poche, sentant son poids comme un serment. Le status quo de sa vie, cette routine grise d'ateliers et de dettes, se brisait net. Aller à la bourse, mentir aux yeux de la société. C'était une porte ouverte sur un abîme. Pourtant, dans les yeux d'Henri, elle vit une promesse, non seulement la survie, mais un éclat de lumière dans sa grisaille. « Demain, à l'aube, murmura-t-elle enfin, la voix brisée. « Mais si c'est un piège, je jure de vous maudire jusqu'à mon dernier souffle. » Henri inclina la tête, soulagé. « Merci, rendez-vous à la fontaine des Innocents. » Il s'éloigna dans l'ombre, la laissant seule face à la basilique imposante. Élise redescendit les escaliers, le cœur en feu. La nuit parisienne, avec ses fiacres qui claquaient sur les pavés et ses secrets chuchotés au coin de rue, l'avalait entière. À l'atelier, demain, elle mentirait pour la première fois, et ce mensonge, né d'une charité impulsive, allait la propulser dans un tourbillon de scandales et de passions, où les classes sociales s'entrechoquaient comme des épées. Mais pour l'instant, seule la peur l'habitait, et si le vicomte Beaumont apprenait déjà son nom? Au loin, un cri étouffé perça la nuit, un avertissement ou le destin qui riait. L'aube se levait sur Paris comme un voile pâle, effaçant les ombres de la nuit. Élise descendit les escaliers de sa mansarde, le cœur battant à tout rompre. Son manteau usé, emprunté à une voisine pour l'occasion, la faisait ressembler à une servante anonyme. Châle noué serré, jupe reprisée, cheveux ramenés en un tresse strict qui masquait leur longueur sacrifiée. Hier soir, dans un geste de désespoir, pour rassembler quelques sous afin d'acheter du pain pour Henri, si elle le revoyait, elle avait vendu ses mèches châtaines à un coiffeur du quartier qui en avait fait des postiches pour les coquettes des théâtres. 20 francs en poche, une tête légère et un vide au ventre. Pour lui, s'était-elle répétée, ignorant que ce sacrifice la marquerait comme une ombre de son ancienne fierté. À la fontaine des Innocents, au cœur du quartier des Halles encore endormi, Henri l'attendait. Il portait un habit modeste, veston de tweed élimé et chapeau melon cabossé, mais ses bottines cirées trahissaient une élégance refoulée. « Vous êtes là » murmura-t-il, un éclat de gratitude dans les yeux bleus. Élise hocha la tête, évitant son regard. « Allons-y vite, je dois être à l'atelier avant midi. » Ils se mirent en route, traversant les marchés qui s'éveillaient, étals de fromage odorants, charrettes de légumes brinque-ballant sur les pavés et les cris des marchands qui négociaient à coups de gestes vifs. L'air froid piquait la peau d'Élise, et elle serrait la broche dans sa poche comme un talisman. La Bourse de Paris, ce temple de la finance niché rue Vivienne, se dressait devant eux comme un colosse de marbre et de colonnes. Henri l'avait décrite la veille. Un lieu où les fortunes se forgeaient et se brisaient en un clin d'œil, sous les yeux de courtiers en redingote et de banquiers aux cigares parfumés. « Restez en retrait, comme ma servante », avait-il insisté. « Votre témoignage sera clé si mon oncle apparaît. » Élise déglutit, le bruit des pas résonnant dans sa tête. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Son monde se limitait aux arrière-cours et aux ateliers enfumés. À l'entrée, un huissier en livrée les toisa, fronçant les sourcils devant l'apparence modeste d'Henri. Affaire familiale. Grommela ce dernier, glissant une pièce discrète. L'homme haussa les épaules et les laissa passer. À l'intérieur, l'air était chargé d'une tension palpable, murmures feutrés, craquements de plumes sur des registres et l'odeur âcre du papier et de l'encre. Des hommes en gilets brodés discutaient actions minières, celles-là même que l'oncle d'Henri convoitait. Des veines d'or enfouies dans les Cévennes. Élise suivait Henri à distance, feignant d'ajuster son châle, les yeux baissés comme une ombre. Mais son cœur cognait fort. Chaque regard croisé la faisait se sentir nue, exposée.
Une femme en toilette de soie, probablement une épouse de courtier, la frôla et murmura à sa compagne « Regardez cette pauvresse. Elle ose entrer ici ?» Élise rougit, les joues en feu, baissant la tête plus bas. La friction de classe la giflait comme une gifle invisible. Elle, la couturière des bas-fonds, dans ce sanctuaire des puissants. Henri s'approcha d'un guichet où un clerc bedonnant vérifiait des documents. « Je suis Henri Beaumont, réclamant l'accès à l'héritage familial bloqué. » Le clerc leva un sourcil, consultant un registre. « Beaumont. Le vicomte a déclaré la branche cadette éteinte. Preuve ?» Henri posa une main ferme sur le comptoir. « Je suis vivant, et j'ai un témoin. » Il fit signe à Élise, qui s'avança, la gorge serrée. « Parlez, mademoiselle, » dit le clerc d'un ton sec. Élise hésita, les mots coincés. « Je l'ai trouvé affamé, dans une ruelle de Montmartre. Il s'appelle Henri Beaumont. Il n'est pas mort. » Sa voix tremblait, trop aiguë dans ce hall solennel. Le clerc plissa les lèvres. « Une servante? Votre parole vaut peu face à un titre nobiliaire. » Soudain, un frisson la traversa. À l'autre bout de la salle, une silhouette familière. Un homme d'une 50aine d'années, moustache cirée et monocle scintillant, observait depuis les ombres d'une colonne. Le vicomte Beaumont, sans doute l'oncle traqueur, avec son air de rapace. Ses yeux perçants se posèrent sur Henri puis sur Élise comme s'il disséquait une proie. Il ne bougea pas, mais un valet à ses côtés nota quelque chose sur un calepin. L'antagoniste en action, tapi dans l'ombre, tissant déjà sa toile. Henri, sentant le danger, posa une main légère sur le bras d'Élise. Un geste fugace, protecteur, qui la fit tressaillir. Sa paume était chaude, rassurante, un premier os qui alluma une étincelle dans la poitrine d'Élise. « Merci » souffla-t-il bas, ses yeux plongeant dans les siens un instant trop long. Un silence partagé, chargé d'une promesse muette, brisa la glace entre eux. Pour la première fois, Élise se sentit vue non comme une ombre, mais comme une alliée. Le clerc secoua la tête. « Retournez avec des papiers notariés, pas de folklore ici. » Henri inclina la tête, masquant sa frustration, et ils sortirent, l'air plus lourd dehors. Sous le porche, il se tourna vers elle. « Vous avez été brave. Ce n'était qu'un premier essai. » Élise esquissa un sourire timide, encore secoué par l'humiliation subtile du clerc et le regard froid du vicomte. « Votre oncle. Il nous a vus. » Henri opina, sombre. « Il agit déjà, mais ce geste, il nous lie plus. » Il effleura à nouveau son bras, un micro-geste qui fit battre le cœur d'Élise plus fort. La broche dans sa poche semblait palpiter, comme si elle scellait un arc naissant, de talisman à symbole d'un lien fragile. Ils se séparèrent à la hâte. Élise courut vers l'atelier en retard, le souffle court. Madame Duval l'accueillit d'un regard torve. « Où étais-tu, paresseuse? Les perles attendent. » Élise s'excusa, les mains tremblantes, mais le doute s'insinuait. À midi, en déjeunant dans la cour, Louise se pencha, excitée. « J'ai entendu un ragot, un vicomte cherche une couturière de Montmartre, serait-ce toi ?» Élise pâlit. La nouvelle circulait déjà, un commentaire murmuré qui deviendrait rumeur. Une conséquence visible, son nom, lié à un scandale naissant, flottait comme une tache sur sa réputation modeste. Rentrée ce soir, elle trouverait-elle une lettre? Ou pire, un visiteur indésirable. La bourse avait été une épreuve, un pas dans un nouveau monde hostile, et le regard d'Henri, ce silence complice, l'avait changé. Mais les ombres s'allongeaient, et le vicomte, depuis son repère, ourdissait sans doute sa revanche. Au loin, les cloches sonnèrent midi, marquant le début d'une chute imminente. Les jours suivants, Paris s'enveloppa d'une brume épaisse, comme si la ville elle-même conspirait à cacher ses secrets. Élise rentra à sa mansarde ce soir-là, le cœur encore agité par l'épreuve de la bourse. Madame Duval l'avait réprimandée vertement pour son retard, et les regards en coin des autres couturières, Marie et Louise en tête, laissaient présager des ragots plus acides. « Une servante chez les banquiers? Qu'as-tu fait, Élise ?» avait chuchoté Louise à la pause, les yeux pétillants de curiosité. Élise avait éludé, feignant l'indifférence,
Mais au fond d'elle, l'effleurement de la main d'Henri sur son bras persistait comme une marque chaude, un premier pas vers une intimité qu'elle n'osait nommer. La nuit apporta la tourmente. Un orage d'été éclata sans crier gare, des trombes d'eau martelant les toits de Montmartre comme des poings furieux. Le vent hurlait dans les cheminées et la foudre zébrait le ciel au-dessus du Sacré-Cœur. Élise, blottie sous sa couverture élimée, sursauta quand un coup retentit à la porte. Elle se leva d'un bond, la chandelle tremblant dans sa main. « Qui est-ce » appela-t-elle, la voix étouffée par le tonnerre. Pas de réponse, seulement un nouveau cognement, plus insistant. Tremblante, elle entrebâilla le battant. Henri se tenait là, trempé jusqu'aux os, son chapeau melon ruisselant, le visage blême sous les éclairs. « Laissez-moi entrer. Juste pour la nuit. Les rues sont infernales et je n'ai nulle part où aller. » Élise hésita un instant, le cœur serré. Les convenances hurlaient en elle. Une jeune femme seule avec un homme, même un allié. Les commérages la détruiraient, mais ses yeux bleus implorants, balayèrent ses doutes. Elle l'attira à l'intérieur, refermant vite la porte contre le déluge. La mansarde, exiguë et froide, parut soudain plus étroite avec lui dedans. Henri s'ébroua comme un chien mouillé, goûtant sur le plancher usé. « Pardonnez-moi » murmura-t-il, ôtant son manteau qui puait l'humidité et la boue. Élise lui tendit une serviette râpeuse, évitant son regard. « Asseyez-vous près du feu. Il n'y en a pas grand-chose, mais... » Elle raviva les braises dans le poêle minuscule, allumant une flambée chiche avec des copeaux de bois volés. Ils s'installèrent de part et d'autre de la pièce, séparés par la table bancale. L'orage grondait dehors, isolant leur monde dans un cocon de bruit et de lumière vacillante. Élise prépara un thé amer avec les dernières feuilles, leur tasse fumante formant un voile de vapeur entre eux. Le silence s'étira, ponctué par les éclairs. Henri rompit le charme en premier. « Cette broche, vous l'avez gardée » demanda-t-il doucement, sortant la sienne de sa poche, identique mais cabossée. Élise hocha la tête, la posant sur la table comme un pont fragile. « Elle m'a porté chance à la bourse, mais votre oncle, il nous a vus. J'ai peur, Henri. » Il prit la broche, la tournant entre ses doigts calleux. Ses traits se durcirent et pour la première fois, il s'ouvrit comme une plaie ancienne. Cette broche appartenait à ma mère, Adélaïde Beaumont. Elle l'avait héritée de sa grand-mère, une femme forte qui avait traversé la Révolution. Ma mère, elle est morte en couche, me laissant avec un père brisé par les affaires. Il investit tout dans les mines des Cévennes, rêvant d'une fortune qui nous élèverait au rang de vicomte, mais la crise de 82 l'a ruiné. Les créanciers l'ont traqué comme un animal, et un soir, il s'est jeté dans la Seine. J'avais 16 ans. La culpabilité me ronge encore. Si j'avais été plus fort, plus malin. Sa voix se brisa et il baissa les yeux, les épaules voûtées. Humanisé par le chagrin, il n'était plus le fils d'industriel distant, mais un homme hanté par le devoir filial et la perte. Élise sentit une fissure en elle s'ouvrir. Elle posa sa tasse, les larmes piquantes. Je sais ce que c'est, la perte. Mes parents. Mon père, ferronnier aux Halles, a été écrasé par une poutre en 1885, lors de la reconstruction. Il rentrait toujours avec des mains noircies, mais il chantait pour moi des airs normands. Ma mère, elle, s'est consumée de la poitrine, la tuberculose, disaient les médecins. Elle toussait du sang dans notre chambre froide, me suppliant de ne pas pleurer. J'avais 12 ans. Depuis, je coude pour survivre, mais chaque aiguillé porte leur absence. Vendre mes cheveux hier, c'était pour vous nourrir, comme j'aurais voulu les nourrir, eux. Un sacrifice pour ne plus voir la faim dans des yeux aimés. Leurs regards se croisèrent, nus, vulnérables. L'orage dehors semblait un écho de leurs tourments intérieurs. Henri tendit la main, effleurant la sienne sur la table, un geste chaste mais chargé d'une chaleur qui fit rougir Élise. Pas de passion consumante, seulement une confiance naissante, comme un feu qui couve. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Élise. Votre miséricorde m'a sauvée, et maintenant, je vous promets de vous protéger. Une fois l'héritage repris, nous construirons quelque chose de vrai, pas de dette, pas de ruine, ensemble.
Les mots planaient, une promesse tacite qui changea l'air de la pièce, le rendant plus doux, plus intime. Élise retira sa main doucement, mais le contact persista en elle, un baume sur ses blessures. Pourtant, l'instant volé fut brisé. Un bruit sourd à la fenêtre les fit sursauter. Une silhouette fugitive, un espion peut-être, tapi dans l'ombre pluvieuse. Henri se leva d'un bond, scrutant la nuit. « Mon oncle !» « Il envoie déjà ses chiens. » Élise pâlit, serrant la broche comme un bouclier. Ils parlèrent bas jusqu'à l'aube, tissant des plans hâtifs, leur confidence renforçant le lien sans le franchir. L'orage s'apaisa, laissant un ciel gris. Henri s'en alla aux premières lueurs, promettant de la revoir bientôt. Élise referma la porte, le cœur gonflé d'espoir neuf. Mais en ramassant sa tasse, elle trouva un billet glissé sous la porte, un avertissement anonyme. « Éloignez-vous de Beaumont ou regrettez », le recadeau du vicomte, clair comme un ultimatum. La marée émotionnelle retomba brutalement. La confiance fragile menaçait de se noyer dans la peur. Qu'allait-elle faire maintenant? Dehors, Paris s'éveillait, indifférente à ses tourments grandissants. Les jours suivants, l'orage. Paris sembla retenir son souffle, comme si la ville elle-même pressentait la tempête à venir. Élise traversa les rues de Montmartre d'un pas mécanique, son châle usé serré contre elle pour masquer la tonsure fraîche de ses cheveux coupés. À l'atelier du faubourg Saint-Antoine, l'air était plus lourd qu'à l'accoutumée, imprégné d'un malaise palpable. Madame Duval, la modiste acariâtre, arpentait les rangées d'ouvrières avec une vigueur accrue, son boitement accentué par la colère contenue. « Plus vite, les filles, les commandes affluent et je ne tolère plus les distractions !» lança-t-elle d'une voix stridente, son éventail claquant comme un avertissement. Élise, penchée sur un corset de satin ivory destiné à une vicomtesse, enfila des œillets d'un geste automatique, mais ses doigts tremblaient. Le billet anonyme, glissé sous sa porte cette nuit-là, brûlait encore dans sa mémoire. « Éloignez-vous de Beaumont, ou regrettez. » Était-ce l'œuvre du vicomte, ou un avertissement plus sinistre? Louise, sa confidente aux yeux malicieux, se pencha vers elle pendant la pause dans la cour pavée, où les ouvrières mâchaient leur pain sec sous un ciel bas. « Élise, tu es pâle comme un linge. C'est encore cet Henri. J'ai entendu des murmures. Des gens parlent d'un scandale à la bourse, un imposteur et une servante. » Élise sursauta, le crouton tombant de sa main. « Chut, Louise, ce n'est rien. » Mais les mots étaient inutiles. Les ragots circulaient déjà comme une fièvre, portés par les lavandières et les livreurs, qui relayaient les nouvelles des salons au bas-fond. À midi, un coursier en livrée arriva à l'atelier, portant une lettre cachetée pour Madame Duval. La modiste l'ouvrit, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Elle toisa Élise, les yeux plissés. « Moreau dans mon bureau, immédiatement !» Le bureau n'était qu'un recoin sombre derrière les piles de tissus, éclairé par une unique lampe à huile qui projetait des ombres dansantes. Duval agita la lettre, son parfum de lavande fanée emplissant l'air. « Explique-toi. Le vicomte Beaumont, en personne, écrit que tu as été vu à la bourse, déguisé, soutenant un menteur qui prétend être son neveu disparu. Il menace de fermer ses comptes chez nos fournisseurs si je garde une telle. Complice. » Élise sentit le sol se dérober. « Madame, c'était un malentendu. J'ai juste témoigné d'un geste de charité. » Duval ricana, un son amer. « Charité? Dans ce monde, la charité est un luxe pour les riches. Tu es renvoyé, sur le champ, et ne t'avise pas de quémander une référence. Ta réputation est tachée comme un chiffon sale. » Les mots frappèrent Élise comme un coup de fouet. Perdre son emploi, c'était la ruine assurée, le loyer impayé, les dettes chez M. Bertrand qui gonfleraient comme une dette usurière, et l'isolement total. Elle balbutia une supplication, les larmes aux yeux, mais Duval la chassa d'un geste sec, dehors, et prit pour que le vicomte n'aille pas plus loin. Élise quitta l'atelier, le panier vide battant contre sa hanche sous les regards curieux des ouvrières. Louise tenta de la suivre, mais un ordre de Duval la retint. Seule, Élise erra dans les rues animées du faubourg, où les charrettes de soierie et les étals de mercerie formaient un ballet incessant. La perte d'emploi n'était que le premier coup.
À la boulangerie, Monsieur Lefebvre, le boulanger compatissant, secoua la tête en apprenant la nouvelle. « Désolé, mademoiselle Moreau, le vicomte a ses tentacules partout. Il a fait circuler un avis. Plus de crédit pour toi. » La porte claqua derrière elle, et Élise se retrouva dans la boue des pavés, le ventre creux, l'avenir bouché. L'antagoniste avait frappé frontalement. Une attaque par lettres et rumeurs, sabotant sa vie modeste avec l'efficacité d'un prédateur. Sa réputation, déjà fragile, se fissurait publiquement. Demain, les commérages enflammeraient Montmartre, la peignant en intrigante, une traîtresse aux codes sociaux de la belle époque. Le soir venu, Élise gravit les escaliers de sa mansarde. Chaque marche un poids supplémentaire. La cour bruissait de voix basses. Des voisines chuchotaient déjà. La Moreau, mêlée à un scandale nobiliaire. Elle finira à la rue. À l'intérieur, l'air froid la saisit, et elle alluma la chandelle d'une main tremblante. Pas de feu, pas de thé, seulement le silence oppressant. Elle sortit la broche, la serrant comme un dernier espoir. Mais le doute rongeait. Henri avait-il sous-estimé son oncle ? Leur alliance, si récente, vacillait déjà sous le poids de cette Férida au milieu, une chute de status qui l'isolait, la séparant émotionnellement de lui par la peur grandissante. « Pourquoi m'as-tu entraîné là-dedans » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. Un coup à la porte la fit sursauter. Henri. Il entra, précipitamment, son manteau mouillé de la bruine persistante, le visage marqué par l'anxiété. « Élise, j'ai appris pour l'atelier, c'est ma faute. Mon oncle agit vite. Il a infiltré la bourse, corrompu d'éclairs pour discréditer mon témoignage. » Il s'approcha, les mains tendues, mais elle recula, le regard durci. « Ma faute ? J'ai tout perdu, Henri. Mon travail, ma dignité. Les gens me fuient déjà. Et toi ? Tu disparais me laissant affronter les loups seul. » La voix d'Henri se brisa. « Je ne voulais pas, mais nous devons contre-attaquer. J'ai une piste, un notaire qui détient des preuves de l'héritage, un journal de mon père cachant les actions minières. Viens avec moi demain, à l'étude près des Invalides. C'est notre seule chance. » Élise secoua la tête, le cœur déchiré. La confiance, si fraîchement forgée dans l'orage, se rompait comme du cristal. « Et si c'est un piège ? Ton oncle me traque maintenant, je ne peux plus. » Pas sans garantie. Henri insista, ses yeux bleus suppliants, mais les mots d'Élise portaient une vérité amère. Leur équilibre était brisé, séparé par la distance imposée par la peur et les conséquences tangibles. Elle accepta à contre-cœur, un moment sans retour, une action qui scellait son engagement, rendant impossible tout retour à la routine grise d'avant. Demain alors, mais si cela empire? Il hocha la tête, effleurant sa main une dernière fois, un geste chargé de regret. Puis il partit, la laissant seule dans l'ombre. Dehors, un fiacre passa, ses lanternes perçant la nuit, et Élise entendit un murmure lointain. Des pas traînants, un espion peut-être. Le vicomte resserrait son étau. Demain, à l'étude, tout basculerait, ou elle fuirait pour de bon, exilée émotionnellement de cet amour naissant. Le vent hurla, emportant ses doutes dans la nuit parisienne impitoyable. Les jours qui suivirent la visite à l'étude du notaire près des Invalides s'étirèrent en un fil tendu, comme une aiguille prête à rompre le tissu fragile de leur alliance. Élise, chassée de l'atelier, errait dans les rues de Montmartre avec un désespoir croissant, quémandant des travaux de raccommodage auprès des lavandières et des petites boutiques. Ses cheveux coupés, symbole de son sacrifice pour Henri, laissaient son cou nu et vulnérable au vent froid d'automne. Chaque soir, dans sa mansarde glacée, elle relisait le billet anonyme, le cœur serré par la peur. Henri, de son côté, disparaissait par intermittence, traqué par les ombres de son oncle, le vicomte Beaumont, dont les espions semblaient pulluler comme des rats dans les égouts parisiens. Ce matin-là, sous un ciel bas et lourd de nuages, Henri frappa à sa porte avant l'aube. Élise l'accueillit, les yeux cernés, un châle enroulé autour de ses épaules maigres. « J'ai les preuves », murmura-t-il d'une voix pressante, entrant sans attendre. Il posa sur la table un paquet enveloppé de toile cirée, ses mains tremblant légèrement. Le notaire,
Un vieil ami de mon père a fouillé les archives. Regardez. Élise s'approcha, le souffle court. À l'intérieur, un journal relié en cuir craquelé, des lettres jaunies et un portrait miniature d'un homme au regard sévère, le père d'Henri, sans doute. Le journal, écrit d'une encre fanée, décrivait les investissements dans les mines des Cévennes, des actions cachées pour protéger la fortune familiale des créanciers de 1882. Mais une entrée récente, datée de 2 ans plus tôt, glaça le sang d'Élise. Le vicomte, mon frère aîné, complote. Il a falsifié des documents pour me déclarer ruiné, détournant les fonds vers ses propres comptes. Il m'a empoisonné lentement, par des potions dans mon vin, pour hériter sans scandale. J'ai fui pour vous protéger, mon fils. Élise leva les yeux vers Henri, stupéfaite. Empoisonné, votre père, assassiné par son propre frère? Henri hocha la tête, le visage blême. Pas directement, mais par ruse. Le vicomte n'est pas un noble oisif, c'est un usurier masqué qui a ruiné notre branche pour s'enrichir. Sa déclaration de ma mort n'était qu'un voile pour s'emparer des mines, valant des millions en francs or. J'ai faim la misère pour survivre, distant par culpabilité. Je n'ai pas sauvé mon père à temps. Pas de froideur, Élise. Seulement le poids du devoir filial qui m'étouffait. Ces mots reframèrent tout. L'homme distant de la ruelle n'était plus un vagabond égoïste, mais un fils brisé par le deuil et la trahison familiale. Élise sentit une vague de compassion l'envahir, chassant la rancune. Elle posa une main sur la sienne, un geste simple qui ralluma la confiance entre eux, plus profonde que la passion naissante. Pourtant, l'espoir fut vite tempéré par le danger. Henri feuilleta les lettres. Une, signée du notaire, attestait la falsification. Une autre, un témoignage d'un ancien valet du vicomte, décrivait des paiements secrets pour des détectives. « Il sait que nous bougeons », dit Henri, la voix basse. « Un de ces hommes m'a suivi hier, si nous ne réagissons pas. » Élise se redressa, une flamme nouvelle dans les yeux. La révélation structurale, ce complot familial tordu où un frère tuait l'autre par avidité, alluma en elle une indignation brûlante. Le vicomte, ce rapace en redingote qui piétinait les humbles comme elle pour gonfler ses coffres, non, elle ne fuirait plus. « J'agis », déclara-t-elle, la voix ferme pour la première fois, pas en ombre, publiquement. Henri cligna des yeux, surpris. « Comment ?» Élise marcha jusqu'à la petite fenêtre, dominant la cour endormie. « J'écris une lettre, au Figaro ou à un journal des ouvriers. Pas un scandale criard, mais la vérité. Une couturière de Montmartre expose le complot d'un vicomte contre son propre sang, avec ses preuves, anonymement d'abord, pour alerter l'opinion. Les classes moyennes haïssent les nobles corrompus. Cela forcera son repère. » Henri protesta faiblement, le risque pour sa réputation déjà en lambeaux, mais Élise insista, son agencie naissante la transformant. Elle s'assit à la table usée, plume en main, rédigeant sous la lueur d'une chandelle. Les mots coulaient. Description vive du journal, allusion au poison, appel à la justice pour les orphelins de dette comme elle et Henri. « C'est notre pic d'espoir », murmura-t-elle en scellant l'enveloppe. « Mais s'il contre-attaque ?» Le courrier partit le soir même, glissé dans une boîte aux lettres par un gamin des rues payé 2 sous. Les jours suivants apportèrent des picots alternés. D'abord, l'espoir, une réponse discrète du journal, promettant publication si vérifiée. Henri et Élise se reapprochèrent dans des rencontres furtives, leurs conversations tissées de confiance. Pas de baisers volés, mais des silences complices où elle lisait le journal à voix haute, sa voix apaisant la culpabilité de lui. « Vous me rendez fort », avoua-t-il un soir dans l'ombre d'une ruelle, sa main effleurant la sienne. Élise sourit, le cœur gonflé. Leur lien, forgé dans l'adversité, surpassait la simple alliance, mais les vals de danger s'abattirent vite, amplifiant l'indignation. Le vicomte riposta par une rumeur vicieuse. Des affiches anonymes plaçardées à Montmartre accusaient Élise d'être une aventurière, une espionne payée pour diffamer un noble intègre. Un valet surgit un matin à sa porte, la menaçant d'expulsion par le propriétaire, soudoyé. « Le vicomte sait tout, mademoiselle. Rentrez chez vous, ou finissez au commissariat pour calomnie. » Élise trembla, mais refusa de plier. Son action proactive, la lettre,
déjà en train de changer la perception des voisines, outrées par les affiches, murmurèrent en sa faveur, voyant en elle une David face au Goliath aristocratique. L'indignation contre le vilain culmina quand Henri découvrit une lettre falsifiée du vicomte, envoyée à des salons. « Cette Moreau est une menteuse, une putain des rues cherchant l'or. » Le public, du moins les humbles, bouillonnait. Des murmures à la boulangerie tournaient au dégoût pour ce noble manipulateur qui piétinait une orpheline pour ses mines sanglantes. Au cœur de cette tourmente, un espoir neuf surgit. Le Figaro publia un extrait anonyme de la lettre, titré « Le scandale des mines, un vicomte traître ». Les salons bruissèrent, les ouvriers des faubourgs scandèrent justice. Henri serra Élise dans ses bras, un étreinte chaste, fraternelle, leur premier grand succès ensemble. « Nous avançons », souffla-t-il, les yeux brillants. Mais la menace du vilain se cristallisa. Un billet arriva, cacheté du sceau du vicomte. « Rendez-vous au bal de l'Opéra dans 3 nuits, où je vous écrase publiquement. » Le cœur d'Élise se serra. L'événement décisif approchait, un tourbillon de soieries et de regards assassins où tout se jouerait. Dehors, Paris scintillait sous les lanternes, indifférente au drame qui montait, crescendo vers l'inévitable confrontation. Les lustres de cristal de l'Opéra Garnier scintillaient comme des constellations captives, baignant le grand foyer d'une lumière dorée qui dansait sur les soieries et les bijoux. La nuit du bal annuel, en 1892, transformait Paris en un tourbillon de splendeur. Dames en robes à crinoline volumineuses, corsages brodés de perles et de dentelles de Valenciennes, messieurs en queue de pie ajustée, monocles et moustaches cirées. L'air vibrait d'accords d'un quatuor à cordes, mêlé aux rires feutrés et aux murmures de ragots qui filtraient comme un parfum capiteux. Élise, escortée par Henri dans l'ombre discrète d'une alcôve, serrait son éventail d'ivoire emprunté à une voisine compatissante. Sa toilette, un cadeau improvisé d'une ancienne cliente, une jupe de taffetas gris-perle et un corsage modeste orné de rubans, la faisaient ressembler à une invitée de seconde zone, mais ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche. « C'est ici que tout se joue !» murmura Henri, son bras frôlant le sien sans oser plus. La broche HB, épinglée à son corsage comme un talisman, pesait contre sa poitrine. Le vicomte Beaumont dominait la salle depuis une estrade surélevée, entouré d'un cercle de pairs, banquiers aux cigares allumés, comtesses aux éventails, agitant des rumeurs. Âgé de 50 ans, il arborait une redingote impeccable, taillée par un maître de Bond Street, sa moustache grise impeccablement taillée, masquant un sourire carnassier. Il avait orchestré ce bal, comme un piège. Des invitations lancées pour attirer Henri, des espions postés aux issues et son sabotage final prêt à frapper. Un dossier falsifié circulait déjà sous les tables, rempli de lettres forgées accusant Henri de débauche et Élise de chantage. Une couturière des rues, vendue au plus offrant pour ruiner un nom honorable. Une témoin achetée, une ancienne servante du vicomte, attendait dans les coulisses, prête à jurer que Henri était un imposteur, un ivrogne fugueur. Henri et Élise avançaient dans la foule, leurs pas synchronisés comme une danse muette. Les regards se tournèrent vers eux. Murmures sur la pauvresse de Montmartre et le fils prodigue revenu des bas-fonds. Une comtesse en velours pourpre plissa le nez. Qui est cette créature? Une espionne. Élise sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle redressa le menton, son choix moral clair, non plus ombre, mais lumière. Face à ce sanctuaire de l'aristocratie, où les classes s'opposaient comme des lames, elle opta pour la vérité, au risque de tout. Maintenant, souffla-t-elle à Henri qui hocha la tête. Ils s'approchèrent de l'estrade, où le vicomte trônait, un verre de champagne à la main. « Vicomte Beaumont !» lança Henri d'une voix ferme, attirant l'attention de l'assemblée. Les conversations s'estompèrent, un silence curieux s'installant. Le vicomte se tourna, son monocle scintillant comme une lame. « Henri, mon neveu présumé mort? Quelle farce touchante !» Il agita une main, et le valet apporta le dossier, le brandissant triomphalement. « Voici les preuves, lettre de créancier, témoignage de vos excès. Et cette demoiselle, Élise Moreau,
n'est qu'une complice payée pour ce théâtre. La témoin surgit, une femme aux traits tirés en robe de domestique, jurant d'une voix chevrotante « Il m'a forcé à mentir. Monsieur le vicomte est innocent. » Les invités retinrent leur souffle, un frisson de scandale parcourant la salle. Élise sentit le piège se refermer, l'humiliation publique la giflant comme une vague. Des rires étouffés fusèrent, une baronne murmura « Une ouvrière ici? C'est indécent ?» Mais Élise ne fléchit pas. Son cœur battait à tout rompre, mais elle avança d'un pas, sortant le journal de cuir et les lettres du notaire de son réticule dissimulé. « Mensonge !» s'écria-t-elle, sa voix portant claire et forte, surprenant même Henri. « Ce dossier est faux, forgé par vos soins, vicomte. Voici la vérité. Votre frère, père d'Henri, empoisonné par vos potions lentes pour voler les mines des Cévennes. Ce journal le prouve, entrée datée, description précise. Et ce témoignage, elle brandit la lettre du valet repentant, vient d'un de vos serviteurs, qui a vu vos paiements secrets aux détectives. » La foule murmura, des yeux s'écarquillant. Le vicomte blêmit, son verre tremblant. Calomnie. Cette fille est une menteuse. Henri intervint, sa voix résonnant avec autorité. Et la broche HB, symbole de notre lignée, que vous avez tenté de noyer dans la misère. J'ai feint la faim pour survivre à vos traques. Mais Élise m'a sauvé, non par intrigue, mais par cœur pur. Il posa une main sur l'épaule d'Élise, un geste public de solidarité qui fit taire les rires. La témoin achetée hésita, son regard fuyant sous les lumières crues. Puis, sous la pression des murmures grandissants, « Vérité ou ruse ?» Elle craqua. « Pardonnez-moi. Il m'a payé, oui. Les lettres sont fausses. » Un hoquet collectif traversa la salle. Le vicomte recula, son masque tombant, son visage se tordit en rage impuissante. La contre-attaque fut fulgurante. Des invités influents, un banquier des mines et une duchesse outrée par les complots nobiliaires exigèrent une enquête immédiate. « Justice !» cria un jeune comte, et l'assemblée acclama, rencadrant Élise d'un seul élan. De pauvresse intrigante, elle devint l'héroïne des ombres. Applaudi pour son courage. Le vicomte, isolé, fut escorté dehors par des huissiers, son prestige brisé en public, exil social imminent, ses mines contestées par la rumeur. La victoire cathartique explosa, cris de joie, toasts improvisés à Élise et Henri qui se tenaient côte à côte, le cœur gonflé d'euphorie. Les lustres semblaient plus brillants, l'air plus léger. Dans le silence qui suivit la tempestade, alors que la musique reprenait timidement, Henri se tourna vers Élise, ses yeux bleus emplis d'une promesse tacite. « Vous avez tout changé », murmura-t-il, effleurant sa main dans l'ombre. Pas de mots superflus, seulement un engagement intime, né de cette nuit, un avenir partagé, loin des dettes et des mensonges. Mais au loin, un billet glissé par un valet repentant les attendait. Une dernière ombre. « Les mines sont à vous. » Mais des alliés du vicomte veillent encore. La nuit n'était pas finie, et leur lien, scellé dans l'or de l'opéra, affronterait peut-être une ultime épreuve. Dehors, Paris dormait sous les étoiles, indifférente au triomphe qui naissait dans ses entrailles. Les jours suivants, le bal de l'opéra s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la tempête, emportant les échos du scandale dans les salons et les cours d'assises de Paris. La ville, toujours fiévreuse sous ses lanternes à gaz, bruissait maintenant de justice triomphante. Le vicomte Beaumont, ce rapace déchu, affronta les conséquences de sa chute avec une rage muette. Les autorités, alertées par les preuves irréfutables, le journal du père d'Henri, les lettres du notaire et le témoignage de la servante repentante, lancèrent une enquête fulgurante. Au palais de justice, près de la Seine, le vicomte se tint droit dans sa redingote froissée, son monocle terne sous les regards accusateurs des magistrats. Falsification de documents, empoisonnement indirect, détournement d'héritage, énonça le procureur d'une voix grave, lisant les chefs d'accusation. Le vicomte blêmit, ses mains tremblant sur la barre. Condamné à l'exil perpétuel en province, privé de ses titres et de ses droits sur les mines des Cévennes, il quitta Paris un matin pluvieux, escorté par des gendarmes, son prestige réduit à des murmures moqueurs dans les cafés. Le loup aux queues de pie
dévoré par ses propres crocs, ironisa un journaliste du Figaro, scellant sa ruine publique. Henri, enfin maître de son destin, récupéra l'héritage familial, des actions minières valant des millions de francs or enfouis dans les coffres de la Banque de France. Plus de misère feinte, plus de rues sombres. Il installa ses quartiers dans l'hôtel particulier des Beaumont, rue de Rivoli, un manoir aux façades haussmanniennes, restauré par des artisans discrets. Les murs, jadis froids, s'animèrent de tapisseries neuves et de portraits ancestraux dépoussiérés. Élise, transformée par l'épreuve, ne revint pas à sa mansarde exiguë. Henri l'invita non comme une dette, mais comme une égale. « Venez, Élise, construisons ensemble, sans chaîne du passé. » Elle hésita un soir, debout sous les arcades de la rue, son châle usé contrastant avec les fiacres laqués. Puis, d'un pas résolu, elle franchit le seuil. La transformation des protagonistes rayonnait. Henri, jadis hanté par la culpabilité, parlait maintenant avec une voix assurée, guidant des réunions d'affaires où sa compassion pour les ouvriers des mines transparaissait. « Pas de fortune sur des dos brisés », déclarait-il, réformant les contrats pour de meilleurs salaires. Élise, l'orpheline timide, s'épanouit en leader discrète. Sa voix, claire et ferme, porta lors d'une audience publique où elle plaida pour les veuves d'ouvriers, évoquant sa propre perte avec une éloquence née du cœur. Leur lien se scella par un rituel simple, loin des fastes toxiques du passé. Un après-midi d'automne, dans le jardin clos de l'hôtel, sous un saule pleureur aux feuilles d'or, Henri offrit un anneau d'argent pur, forgé par un joaillier modeste, sans monogramme ni histoire maudite. Par choix libre, Élise, pas de dette, seulement nous. Elle glissa l'anneau à son doigt, ses yeux verts embués. Et un avenir pour ceux qui luttent comme nous l'avons fait. Pas de baiser passionné sous les yeux du monde, mais un effleurement de main, un regard partagé qui valait tous les serments. Leur alliance, forgée dans l'égalité, fleurit. Mariés en une cérémonie intime à l'église Saint-Roch, entourés de témoins loyaux, ils fondèrent une école pour les orphelins des faubourgs, un legs tangible avec des salles aux bancs de bois cirés et des maîtresses couturières enseignant l'autonomie. Pour que plus personne ne vende ses cheveux parfums, murmura Élise lors de l'inauguration, sa voix portant une compassion nouvelle. Une leadership qui inspirait les humbles. Les coadjuvants trouvèrent leur place dans ce nouveau équilibre. Louise, la confidente d'atelier, fut récompensée. Henri l'embaucha comme intendante de l'école, sa vivacité malicieuse canalisée en organisation bienveillante. « Jamais je n'aurais cru danser dans un tel rêve », rit-elle, ajustant son nouveau corsage de lin fin. Madame Duval, la modiste acariâtre, neutre dans le scandale, se repositionna. Repentante, elle offrit ses talents pour les uniformes des élèves, son boitement adouci par une pension discrète. Monsieur Lefebvre, le boulanger, vit son commerce prospérer grâce à des commandes pour l'école, son regard compatissant devenu fier. Même la témoin du bal, la servante repentante, trouva refuge comme cuisinière, son témoignage récompensé par une vie stable. Paris, témoin indifférent, s'ajusta. Les ragots s'estompèrent, remplacés par des échos admiratifs sur la couturière qui dompta un vicomte. Une image finale gravée dans le marbre de leur mémoire. Un soir d'hiver, Élise et Henri se tenaient au balcon de l'hôtel, dominant la scène scintillante sous les réverbères. Elle, enceinte de leur premier enfant, un secret doux, fruit de leur union, posa une main sur son ventre, tandis que Henri l'enlaçait par la taille. « Regardez notre horizon, dit-il, pointant les lumières de Montmartre au loin. » Ils s'inclinèrent l'un vers l'autre, leurs lèvres se frôlant en un baiser pur, né de l'amour vrai, scellant un futur où la miséricorde triomphait des ombres. L'école, en bas de la colline, abritait déjà ses premiers élèves, rires d'enfants portant l'écho de leur legs en action. Éducation, pain partagé, cheveux longs préservés. Pourtant, un gant chaud subtil persistait.
Une lettre arriva un matin, cachetée d'un sceau provincial. De l'exil, je veille. Les mines gardent des secrets enfouis. Signé du vicomte, un souffle froid sur leur triomphe. Mais Élise serra la main d'Henri, sourire résolu. Qu'ils viennent. Nous sommes prêts. Paris, éternel, continuait son ballet, indifférente aux victoires intimes qui changèrent le monde, un fil à la fois. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'Opéra Garnier, où les lustres avaient illuminé non seulement un scandale, mais le début d'une ère nouvelle pour Élise et Henri Beaumont. Paris, en 1902, avait changé de peau. Les avenues s'élargissaient sous les ordres de la modernisation. Les fiacres laissaient place à des automobiles ronronnantes, et l'air portait encore l'effluve des expositions universelles qui promettaient un avenir radieux. Pourtant, au cœur de l'hôtel particulier rue de Rivoli, le temps semblait suspendu dans une douceur nostalgique, comme un tableau de Renoir figé dans l'or d'un automne éternel. Élise, à présent 32 ans, se tenait au balcon dominant la scène, une main posée sur la rambarde de fer forgé. Ses cheveux, qu'elle avait laissés repousser en une cascade châtain au reflet auburn, étaient noués en un chignon souple orné d'un ruban de velours. Elle portait une robe de soie taupe, aux lignes plus fluides que les corsets rigides de jadis, inspirés des modes anglaises qui gagnent du terrain. Mère de 2 enfants, une fille de 8 ans nommée Adélaïde, en hommage à la grand-mère disparue, et un fils de 5 ans, Victor, aux yeux bleus hérités d'Henri, elle avait vu son corps s'arrondir d'une sérénité conquise. L'école pour orphelins, qu'ils avaient fondée ensemble dans les faubourgs de Montmartre, prospérait désormais. Ses murs de pierre claire abritaient une centaine d'élèves, apprenant non seulement à lire et à coudre, mais à rêver d'un monde sans dettes écrasantes. Élise y passait ses matinées, enseignant l'art de la broderie avec une patience infinie, sa voix claire guidant les petites mains tremblantes. « Chaque point est un pas vers la liberté », murmurait-elle souvent, les yeux embués par le souvenir de sa propre mansarde glacée. Henri, 40 ans passés, avait mué en un homme accompli, son visage marqué par de fines rides au coin des yeux, témoin des nuits blanches à gérer les mines des Cévennes, vêtu d'un veston de tweed sobre, sans les extravagances nobiliaires qu'il avait toujours fui, il dirigeait l'empire familial, avec une main ferme mais juste. Les actions, libérées des griffes du vicomte, avaient fructifié. Des millions de francs investis en réformes ouvrières, des salaires décents pour les mineurs et des bibliothèques itinérantes qui parcouraient les villages provençaux. La culpabilité qui l'avait rongé jadis s'était apaisée, transformée en une compassion active. « Nous avons gagné plus que de l'or », confiait-il à Élise lors de leur promenade vespérale le long des quais. Leur amour, ce lien né d'un pain partagé dans une ruelle sombre, avait résisté aux ans comme un chêne centenaire. Pas de passion tumultueuse, mais une tendresse quotidienne, des regards complices au dîner, où Adélaïde racontait ses leçons et Victor babillait sur ses bateaux en papier lancés dans la fontaine du jardin. Ils s'étaient mariés en secret, 10 ans plus tôt, dans la petite église Saint-Roch, entourés de Louise et de Monsieur Lefebvre, scellant leur union d'un baiser chaste sous un vitrail filtrant la lumière divine. Les changements sociaux et familiaux s'étaient tissés en un tapis riche, contrastant avec les ombres du passé. L'école, rebaptisée Maison de la Miséricorde, était devenue un phare pour les veuves et les orphelins des faubourgs. Élise y avait initié des ateliers de couture, employant d'anciennes ouvrières comme Marie, et même une Madame Duval repentante, dont le boitement n'empêchait plus une générosité tardive. « J'ai été une tyran », avouait-elle un jour à Élise, les yeux humides en ajustant un ourlet pour une petite élève. « Vous m'avez appris la grâce ». Louise, promue directrice adjointe, avait épousé un instituteur rencontré grâce à Henri, et leur foyer bruyant résonnait de rire, un destin récompensé pour la fidèle confidente. Monsieur Lefebvre, le boulanger au cœur d'or, avait vu sa boutique s'agrandir en une chaîne modeste et fournissant du pain frais à l'école. Il visitait souvent, portant des tartes aux pommes pour les enfants, son regard fier rappelant la charité qui avait uni Élise et Henri au début. Mais tous n'avaient pas triomphé sans prix.
Le vicomte Beaumont, exilé dans un château délabré des Ardennes, avait payé le plus lourd tribut. Brisé par la perte de ses titres et de sa fortune, rongé par l'amertume, il errait comme un fantôme parmi ses meubles recouverts de draps, refusant les visites. Des rumeurs parvenaient à Paris. Malade, isolé, il avait vu ses derniers alliés l'abandonner, ses mines confisquées au profit d'Henri. Il a semé le poison et il en récolte les fruits amers, murmurait Henri lors des dîners, sans haine, seulement une tristesse distante. Sa propre sœur, une tante oubliée, avait péri dans la misère qu'il avait infligée à la famille, un écho poignant de la trahison. Même Élise portait des cicatrices, des nuits d'insomnie, où le souvenir de ses cheveux coupés la hantait, symbole d'un sacrifice qui avait ouvert la porte à ce bonheur inattendu. Victor, leur fils, boitait légèrement d'une chute d'enfance, un rappel fragile que la vie, même victorieuse, gardait ses épines. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait en traînées pourpres sur la Seine, Élise et Henri s'assirent dans le salon lambrissé, les enfants endormis à l'étage. La broche HB, astiquée et enchâssée dans un cadre d'argent, trônait sur la cheminée comme un reliquaire. « Regardez-nous » souffla Élise, posant sa tête sur l'épaule d'Henri. « De la fin à cette paix. Le destin a été clément. » Il l'enlaça, ses doigts effleurant les siens, et murmura « C'est votre cœur qui l'a forcé, mon amour. Sans vous, je serais encore une ombre. » Dehors, les cloches de Notre-Dame sonnaient vespère, un carillon nostalgique qui évoquait les rues brumeuses de 1892. Leur amour avait non seulement survécu, mais fleuri en legs. Une famille unie, une société touchée par leur œuvre, et un horizon où la miséricorde l'emportait toujours sur les ténèbres. Pourtant, dans le tiroir de la commode, une lettre jaunie du vicomte persistait, un murmure du passé. Mais Élise la rangea, sourire aux lèvres. Le futur appartenait aux vivants et le leur brillait d'une lumière inaltérable. Et voilà, chers amis, que s'achève cette épopée enflammée de la belle époque, où Élise et Henri ont triomphé des ombres les plus sombres pour embrasser une lumière éternelle. Imaginez, de la ruelle boueuse de Montmartre au salon lambrissé de la rue de Rivoli, leur chemin nous rappelle une leçon profonde et intemporelle, que la véritable fortune n'est non des mines d'or ou des titres nobiliaires, mais d'un cœur généreux, capable de voir au-delà des apparences. Élise, en vendant ses cheveux pour nourrir un inconnu, a semé les graines d'une révolution personnelle, celle qui transforme la miséricorde en force invincible, la trahison en justice et l'amour naissant en legs durable. Henri, libéré de sa culpabilité, nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle, forgée dans les épreuves familiales et sociales qui nous définissent tous. Cette histoire n'est pas qu'un récit du passé. Elle est un miroir pour nos vies d'aujourd'hui. Dans un monde où les inégalités persistent, comme les pavés de Paris sous la pluie, elle nous invite à questionner, et si un geste simple comme partager un pain ou tendre une main pouvait renverser les empires de l'injustice, Élise et Henri nous montrent que l'amour vrai, celui des âmes égales, résiste aux tempêtes, qu'il s'agisse de vicomtes avides ou de nos propres doutes intérieurs. Leur école pour orphelins, leur famille unie, leur horizon serein. Voilà le triomphe qui élève l'humanité, prouvant que la victoire n'est pas dans la ruine de l'autre, mais dans la construction d'un monde plus juste, où personne ne vend son âme pour survivre. Si cette narration vous a touché au plus profond, comme un accord de violon à l'opéra, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous ressenti en suivant Élise dans ses sacrifices, ou en voyant Henri émerger de l'ombre? Partagez vos émotions, vos réflexions sur ces leçons d'amour et de résilience. Votre voix fait vivre ces histoires, et pour savoir qui a voyagé jusqu'au bout de ce tourbillon parisien, écrivez simplement le mot « miséricorde » dans votre message. Cela m'aidera à célébrer avec vous et à propager ces contes inspirants à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner au canal pour ne rater aucune autre saga captivante de la belle époque. Des passions interdites à Lyon, des mystères à Nice ou des intrigues à Cannes.
Cliquez sur la cloche pour les notifications et laissez un pouce bleu si Élise et Henri ont allumé une étincelle en vous. Merci d'avoir été les témoins de leur odyssée. Que votre propre chemin soit parsemé de tels triomphes. À bientôt pour de nouvelles aventures où l'histoire danse avec le cœur.